Donc la troisième personne qui va intervenir pour cette session est donc Madame Chloé Mertz, qui est doctorante en sciences de l'information et de la communication au sein du laboratoire d'ICEN-IDF et rattaché à l'école doctorale du CNAM. Oui. Et le titre de votre communication, donc c'est l'archive comme outil de lutte, observer, construire, documenter l'action antinucléaire, ce qui va faire écho à une des questions que nous avons eues et qui permet de bien rester sur la thématique que nous avons depuis le début de l'après-midi. Vous avez 20 minutes. Je m'excuse un petit peu par ailleurs, peut-être, j'espère que vous m'entendez bien, j'ai un peu la voix cassée, mais si jamais j'éternue ou si je tousse, excusez. Je tiens à remercier l'ensemble des étudiants et étudiantes de l'équipe programmation pour leur invitation, ainsi que l'équipe logistique d'avoir permis cette venue sur site. Donc mon intervention s'intitule L'archive comme outil de lutte, observer, construire, documenter l'action antinucléaire. Et celle-ci s'appuie sur des premières hypothèses formulées lors d'un premier travail de recherche à l'ENSIB sur l'usage du numérique comme vecteur de patrimonialisation de la lutte antinucléaire alsacienne. Et ces hypothèses ont été approfondies donc, au sein d'un doctorat en sciences de l'information et de la communication au CNAM et sous la direction de Claire Scopsi, professeure des universités. Ce cadre universitaire met en avant les usages de l'archive dans le contexte du mouvement antinucléaire et ces derniers relèvent de dynamiques porteuses d'une sémiotique de la conservation des archives des militants antinucléaires. Et cela part principalement d'une constatation c'est-à-dire que les fonds d'archives antinucléaires alsaciennes, donc, que j'ai pu étudier lors de mon mémoire, n'étaient pas conservés sur le territoire alsacien au sein d'institutions publiques patrimoniales. Les militants ont fait le choix principalement de conserver leurs archives dans des centres d'archives des mouvements sociaux, alors à Fribourg-en-Brisgau ou bien à Lyon. Les entretiens réalisés ont permis de démontrer que le don d'archives ou son absence n'interviennent pas à la fin d'une activité militante. Au contraire, les choix opérés sont entrepris afin que celle-ci se poursuive. Ma présentation donc, s'articulera sur une définition de la lutte antinucléaire telle qu'étudiée dans ma thèse et des méthodologies employées, puis se poursuivra sur une présentation des producteurs des archives antinucléaires et se terminera sur les usages de justice sociale permises par la conservation militante des archives des essais nucléaires. Le mouvement antinucléaire français est un conglomérat de collectifs militants d'appartenances politiques diverses motivés par l'opposition au déploiement de l'industrie nucléaire civile, donc la production énergétique, et militaire, donc l'armement. Et il se traduit par une contestation des politiques publiques qui imposent des technologies à un territoire et sa population. Histoire de faire un clin d'œil aux présentations précédentes, certaines figures du militantisme antinucléaire ont une carrière militante auprès des associations de protection de l'environnement et une carrière politique, car certains se sont présentés comme candidats écologistes à différentes élections. Je pense notamment aux personnalités comme Solange Fernex, Jean Moalik ou Annick Bruno. Les luttes sont fortement territorialisées et menées principalement par les habitants des territoires concernés, en dépit de questions de frontières nationales. Son histoire remonte aux oppositions scientifiques sur le développement d'une bombe atomique dans les années 1940 et les luttes contre ces projets constituent les premières mouvances de la lutte écologiste. Il faut citer les luttes de Golfech en Tarn-et-Garonne entre 1966 et 1999, Fessenheim en Alsace, Plogoff, Crémalville ou encore Chouz dans les Ardennes. Le mouvement antinucléaire se poursuit encore aujourd'hui contre le programme de relance du nucléaire du président Emmanuel Macron et l'opposition à la construction du projet CIGEO, un centre de stockage profond des déchets radioactifs, hautement radioactifs et à durée longue situé à Bure dans la Meuse.
Ma méthodologie de travail en tant que chercheuse s'inspire de celle de l'archiviste sur l'évaluation des processus d'activité. L'idée était d'identifier les producteurs de ces archives, de comprendre leur activité, puis d'analyser la circulation des documents. J'intègre également les approches propres à mon laboratoire, à savoir la sémiologie des transactions coopératives, théorisée par Manuel Zaclade, et les travaux de ma directrice de thèse Claire Scopsi autour de la documentalité des collectes de mémoire. Je m'appuie également sur le modèle le modèle conceptuel du continuum des archives théorisé par Frank Upward et Sue McKinney dans les années 90. Celui-ci propose une alternative aux 3 âges des archives et correspond mieux à la manière d'appréhender cette autonomie archivistique des collectifs militants. Afin d'illustrer les enjeux symboliques de l'archivage du militantisme antinucléaire, je vais m'attarder sur un cas d'étude, à savoir celui du registre d'enquête publique de la déclaration d'utilité publique des centrales nucléaires. J'ai pris l'exemple ici du registre d'enquête publique de la centrale nucléaire de Plogoff, mais le sabotage du registre d'enquête publique intervient dans plusieurs luttes nucléaires, antinucléaires, notamment au Pèlerin, à Chaux, dans les Ardennes. Et ici, on peut voir que l'autodafé par un certain nombre d'élus des communes concernées par le projet de déclaration d'utilité publique, faire un autodafé de ce registre et du dossier de déclaration d'utilité publique. Ce qui a amené, notamment puisque ce registre est un document nécessaire à cette procédure administrative, à créer des mairies annexes au sein des communes concernées, c'est-à-dire que la préfecture envoyait donc des bus avec qui étaient accompagnés donc par des forces de l'ordre pour mettre à disposition le registre d'enquête publique, et ce qui aboutissait à la fin à des affrontements entre les militants et les forces de l'ordre. Les habitants des territoires concernés étaient alors invités dans le registre d'enquête publique à faire part de leurs remarques, mais constatant que malgré l'ensemble des dépositions inscrites dans ce document n'étaient pas prises en compte, les militants procédaient à ce sabotage. Donc ça passait par un autodafé, mais ça passait également par le fait de subtiliser le registre, de le déchirer, à tel point qu'à un moment donné, les registres d'enquête publique étaient même cadenassés avec une chaîne au bureau dans ces mairies annexes. Et ce dossier d'enquête publique, à la fin, sera déposé et validé en préfecture. Et si on suit la suite logique de ce document, déposé aux archives départementales. Mais ce sabotage-là, tel que nous le voyons sur ces images, n'apparaît pas directement dans le registre d'enquête publique. Ces actes et donc, en fait, malgré donc, ce sabotage qui a été constitué, un nouveau registre était réalisé pour permettre la validité de la procédure administrative. C'est pourquoi ma thèse, notamment, s'intéresse à comment conserver cette mémoire lorsque l'objectif est de faire disparaître un document. Il apparaît alors que la conservation du document ou sa destruction sont des actes faisant partie du panel d'action du militant antinucléaire. L'activité antinucléaire, elle s'appuie également sur un travail de collecte, d'édition, de traduction et de production d'informations sur les risques radiologiques. Dans les rangs des militants antinucléaires, plusieurs sont des enseignants en physique, des chercheurs et des scientifiques qui ont cherché à vulgariser les enjeux de la technologie nucléaire au grand public. Par exemple, dans le cadre de la lutte antinucléaire, Jean-Jacques Rettig, membre fondateur du comité de sauvegarde de Fessenheim et de la Plaine du Rhin, a découvert cette problématique du risque radiologique en travaillant sur la traduction de textes pour un autre militant qui s'appelait Jean Pignereau, lui-même fondateur de l'association de protection contre les rayonnements ionisants en 1966.
En février 1975, une pétition intitulée Appel de scientifiques à propos du programme nucléaire français est portée par le laboratoire de physique corpusculaire du Collège de France. Celle-ci vise à alerter les populations sur les dangers du plan Mesmer, un programme de développement des infrastructures de production d'énergie nucléaire du Premier ministre Pierre Mesmer. Signée d'entrée de jeu par 400 signatures, elle obtient rapidement 4000 signatures en 3 mois. Alertant sur le fait qu'un accident nucléaire reste possible, peu importe les mesures prises en compte, l'argumentaire se concluait sur ces phrases. Nous appelons la population à refuser l'installation de ces centrales tant qu'elle n'aura pas une claire conscience des risques et des conséquences. Nous appelons les scientifiques, chercheurs, ingénieurs, médecins, professeurs à soutenir cet appel et à contribuer par tous les moyens à éclairer l'opinion. Sous l'impulsion de Monique Séné, cette pétition aboutit la même année à la création du groupement scientifique pour l'information sur l'énergie nucléaire, donc le GSIEN. Et celui-ci édite actuellement la Gazette nucléaire et il est souvent consulté pour traiter des questions d'actualité, notamment lors des accidents de Three Mile Island en 1979, de Tchernobyl en 1986 et de Fukushima en 2011. En 1984, un groupe d'objecteurs de conscience ayant fait leurs armes au LASAC fonde l'Observatoire des armements, un centre indépendant d'expertise et de ressources spécialisées dans le domaine de la défense et de la sécurité. Je termine enfin sur sur 2 derniers collectifs. En 1986, des associations conscientes que la contamination radioactive des retombées du nuage de Tchernobyl en France est plus complexe qu'une simple délimitation géographique ont été créées afin de réaliser des mesures indépendantes, à savoir l'Association pour le contrôle de la radioactivité dans l'Est, donc l'ACRO, et la CRIRAD, la Commission de recherche d'information indépendante sur la radioactivité dans l'Est de l'Hexagone. Cette information produite, traduite, collectée par des scientifiques intègre les discours des militants citoyens antinucléaires et se diffuse par l'intermédiaire des regroupements collectifs. Puisque nous sommes à Angers, donc dans le nord-ouest de la France, l'organisation de la lutte antinucléaire dans ce territoire se diffuse très fortement par des comités régionaux d'information sur le nucléaire. Et alors que dans d'autres territoires, ces comités reprendront le nom du lieu du projet contesté, donc par exemple les comités Malville contre le projet Super Phénix. Ces collectifs citoyens apportent une information et une documentation alternative à celle proposée par les industriels lors des prospections pour le choix de sites de futures centrales nucléaires. Socle de l'argumentaire antinucléaire, on retrouve toutes ces informations produites donc par l'ensemble des organisations que j'ai citées dans les éphémères, dans la presse contestataire dans l'ensemble des archives antinucléaires, que ce soit, peu importe le format, que ce soit des émissions de radio pirates à des comptes rendus de certains collectifs. L'archivage de la lutte antinucléaire découle de ces pratiques de production et de circulation alternatives et contestataires. Ces collectifs continuent de perdurer encore aujourd'hui, mais les figures fondatrices sont vieillissantes, certaines sont d'ores et déjà décédées, et la question de la gestion de cette documentation se pose chez plusieurs d'entre eux et implique des dispositions organisationnelles, matérielles et financières, à savoir la question d'un espace de stockage, des modalités de consultation et de valorisation des fonds. Lors des entretiens et des récits de vie réalisés dans ma thèse, les témoins formulent toujours les mêmes interrogations. Comment assurer l'accessibilité aux archives? N'y a-t-il pas un risque que le fonds soit censuré s'il intègre une institution publique? Comment transmettre l'histoire de la lutte antinucléaire d'une génération à une autre? Et est-ce qu'il y a des compétences pour comprendre le fonds d'archives et le valoriser? La lutte ayant fait l'objet d'une forte répression gouvernementale, les institutions patrimoniales publiques sont souvent exclues des enjeux mémoriaux de ces associations et de ces collectifs. Dès lors, l'archive se constitue comme un outil de lutte complémentaire. Le choix de son lieu de conservation, qu'il soit définitif ou temporaire, est un moyen de faire perdurer l'action militante. Les antinucléaires se tournent alors vers des centres engagés, comme le Centre d'histoire du travail à Nantes, l'Observatoire des armements à Lyon, le Centre de recherche pour l'alternative sociale à Toulouse, les archives des mouvements sociaux à Fribourg en Brisgau en Allemagne,
le Centre d'archives et laboratoire des médias à Mulhouse, ou encore les archives contestataires à Genève en Suisse. Une exception est faite, cela dit, avec certaines institutions patrimoniales ayant un lien fort sur la défense d'un patrimoine régional, puisqu'on retrouve des fonds d'archives antinucléaires au Centre de recherche bretonne et celtique de l'Université de Bretagne occidentale, ou bien au Musée de Bretagne à Rennes, ou encore au Musée alsacien à Strasbourg. La lutte antinucléaire, tout comme d'autres luttes écologiques et environnementales, sont motivées par la protection de l'environnement d'un territoire. Il est tout autant exclu pour les militants de déposer des fonds d'archives loin des territoires dans lesquels ils ont été produits. La présence de certains fonds d'archives dans des services d'archives serait donc conditionnée par les relations construites avec les militants et porte notamment sur la capacité à apporter le fonds aux citoyens, aux militants, et de faire en sorte qu'il résonne face aux actualités. Néanmoins, il persiste, dans le cadre des archives antinucléaires, une forte défiance envers les institutions publiques et oblige les militants à mettre en œuvre des solutions d'archivage adaptées au contexte antinucléaire. Aujourd'hui, la question des archives est aussi utilisée dans le cadre de la reconnaissance et de l'indemnisation des victimes des essais nucléaires, puisque la déclassification et la centralisation des archives des essais nucléaires font l'objet actuellement de discussions devant le Parlement. Une commission d'enquête de l'Assemblée nationale promulguée le 5 février dernier a permis justement de promulguer une loi permettant de renforcer ces démarches d'indemnisation par le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires, créé par la loi Morin en 2010. Et afin de renforcer cette prise en charge, tant du côté polynésien que du côté algérien, des amendements au niveau de la loi ont été revus afin que le gouvernement remette au Parlement une cartographie des fonds d'archives connus sur les essais nucléaires. Et avant la déclassification de ces archives, l'Observatoire des armements, à la fois collectif antimilitariste et centre de documentation et d'archives, offrait un accès simplifié aux archives à des citoyens souhaitant avoir des renseignements spécifiques sur les essais militaires réalisés en Algérie et en Polynésie française entre 1960 et 1990. Et ces derniers ont été auditionnés par cette commission d'enquête de l'Assemblée nationale, notamment dans le projet de construction d'un centre de mémoire situé en Polynésie française, notamment dans cette dynamique de renforcer les démarches d'indemnisation des victimes des essais nucléaires. Documenter, archiver ne sont alors pas des actes insignifiants, mais constituent également des enjeux de justice sociale. Et c'est pourquoi je vous remercie de votre attention et pour votre